Vous savez, le nombre de conférences que nous faisons, et il y en aura chaque semaine jusqu'à la grande semaine sainte. Et ce temps ordinaire dans lequel nous sommes rentrés après les vacances pour la zone de Toulouse fait que nous avons la joie d'accueillir Pierre de Reilmaten, qui est président honoraire de l'association Montre-nous ton visage. Et vous allez être surpris qu'il va nous parler donc du Saint-Suaire de Turin. Je pense qu'il en parlera beaucoup mieux. Je sais simplement qu'il y a un nombre de conférences de cette association aux quatre coins de France. Il y en a entre 15 et 20 par mois. Je sais, Pierre, que vous en donnez au moins entre 3 et 4. J'ai été voir. J'ai même été compté. J'en ai 7 inscrites. Voilà. Oui, à venir. Mais après, oui. vous en donnez 3 ou 4 par mois. Et avec votre épouse, vous suivez inlassablement et vous témoignez de ce mystère, de ce Saint-Suaire dont on va connaître sûrement mieux l'histoire ce soir. Et puis, donc, une conférence qui se terminera par des questions à la fin, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, de tradition, on termine par l'office des complis. Donc, il y a un timing quand même important. On va vous filmer, parce qu'on diffuse après un certain nombre d'auditeurs. Et puis, vous aurez à la fin, vous pourrez prendre vous pouvez aller sur le stand qui est tenu par Mme de Reilmaten, quelques livres, dont un écrit par Pierre. Et il n'y a pas de rosé ce soir, parce qu'il paraît qu'on est en carême. Donc je sens que beaucoup sont déçus, mais bon, il y en a plein de frigos. Ceux qui resteront après, on les sortira. Voilà, écoutez, un grand merci. Et la Providence, je crois, fait aussi que commence à Saint-Roch jeudi soir un symposium aussi sur le Suaire de Turin. J'ai vu ça sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est lié à votre association. Saint-Roch, non? C'est encore une autre association. Il y a aussi... Ah, je ne connais pas les mêmes. Il y a aussi quelque chose à Paris... Ah ben Saint-Roch, c'est Paris. Hein. Alors, c'est peut-être le lieu, mais c'est le siècle, le Centre international d'études sur le linceul. Oui, et ça commence aussi commence à l'église de Saint-Roch. C'est le 9 mars. Oui, c'est ça. Je vous assure. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Bonne conférence, et puis à tout à l'heure. Alors, on va éteindre celui-là. Il est éteint. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être nombreux. Un tout petit mot pour entrer dans le vif du sujet. Notre association poursuit 2 buts. Le premier but, c'est un but de contemplation, parce que, comme le disait... C'est pas trop fort? Comme le disait le pape Jean-Paul II, ce serait trop dommage de ne pas méditer sur cette image intense et poignante d'un supplice indescriptible. Alors, dans ce cadre-là, nous participons à des ostensions. Je vous informe que la prochaine ostension est prévue maintenant en 2025. La dernière date de 2015. Et puis, nous organisons un peu partout des expositions. Vous avez la chance d'en avoir une ici, que le père Duplessis a bien voulu accepter. Celle qui est à Montlégion est assez différente parce qu'elle est traduite en 6 langues. Donc elle est même totalement unique. Voilà. On va passer... Ah non, ça y est, c'est fini. C'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Ça y est. Vous avez retenu ça? Provocation à l'intelligence. Une fois qu'on a dit ça, on a absolument tout dit. Bon, on va quand même en dire un petit peu plus, parce que vous êtes venus pour ça. Bon, l'historien Jean-Christian Petit-Fils m'avait demandé de faire un chapitre dans son livre sur les énigmes de l'histoire du monde. Et donc, pour transmettre les connaissances, qui est notre deuxième objectif, nous procédons à des forums, comme celui que nous avons fait. Alors, ça veut venir? Ah, un petit souci là, comment ça se fait ça? Voilà, ça doit être bon. Voilà, nous avons fait notre 3e forum à Notre-Dame de Grâce de Passy, et vous pourrez en trouver les actes dans notre toute petite librairie. Alors, essayons de bien comprendre cet objet qui est très mystérieux. Vous voyez ici une gravure du XVIIe siècle qui montre un peu comment on ensevelissait les morts. On posait donc le cadavre sur un long tissu et on le recouvrait totalement. C'est la raison pour laquelle l'objet est très, 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 très grand. Il mesure 4,50 m de long, 4,41 m exactement, sur 1,10 m de large.
Alors ici, vous avez la chance d'en avoir une reproduction à échelle 1,5. C'est pas la taille, il faut compter que c'est le double. Hein. Alors retenez bien une chose très importante, ce que vous voyez là, ce que vous voyez en haut, ça s'appelle le positif. Vous aviez tous, toute notre génération, vous aviez des appareils de photo argentiques, et vous alliez chez votre photographe, il vous donnait des négatifs, puis les négatifs, on les mettait dans sa poche parce qu'on n'y voit rien, on n'y comprend rien, les couleurs sont inversées, les formes sont inversées. Donc ça ne nous intéressait pas beaucoup. Alors retenez bien ça, ce mot positif, et sur ce positif, eh bien, on voit très peu de choses. Là, les images sont un peu contrastées volontairement par les éditeurs, mais l'image est extrêmement ténue et il faut être dans l'obscurité depuis un bon moment. Quand vous allez à Turin, dans le cadre d'une ostension, vous faites un grand parcours dans le noir. En plus, c'est éclairé par derrière. Et à ce moment-là, on arrive à deviner un peu la forme de ce qu'il y a sur ce tissu, comme l'a vu le pape Jean-Paul II en 98. Alors aujourd'hui, donc le tissu n'est plus comme il était autrefois enroulé, il est dans un stockage sous azote, je passe. Alors nous allons traiter de trois grandes questions ce soir. D'abord, d'où provient ce curieux objet, comment cette image a-t-elle pu se former, et surtout, bien sûr, quelle personne a-t-il contenu. Vous connaissez déjà la réponse, mais ça ne fait rien. Voilà. Alors, nous parlons, nous, de l'histoire récente. Pour nous, l'histoire récente, c'est le XIVe siècle. Hein. Voilà. Il faut bien se mettre ça dans la tête. L'histoire récente en Europe, eh bien, ce tissu, il arrive au milieu du XIVe siècle, dans un tout petit village au sud de Troyes, qui s'appelle Lirey. Et là, il y a un monsieur qui s'appelait Geoffroy de Charny, mais qui est déjà mort, à la bataille de Poitiers d'ailleurs. Et c'est sa femme, Jeanne de Vergy, qui, la première, expose ce tissu. Alors ça fait désordre. L'évêque n'est pas content du tout, il écrit au pape qu'on a trouvé le faussaire, etc. À la fin du siècle, le pape Clément VII autorise quand même les expositions de ce tissu, et tout près de nous, Emmanuel Poul, qui était directeur de l'école de Chartres, a repris un gros travail. Il a analysé très en détail la fameuse bulle, parce que c'est très rare qu'un pape fasse plusieurs bulles pour un bout de tissu. Il en a fait 5, ça s'est jamais vu, 5 bulles pour un bout de tissu, et le pape a barré de sa propre main tous les mots qui pouvaient laisser l'idée qu'il y avait eu un faussaire. Donc la première chose à bien retenir ce soir, c'est que contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de livres, il n'y a jamais eu de faussaire et personne n'a jamais rien avoué. Alors, le tissu passe quelque temps à Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, je passe, et il arrive au milieu du XVe siècle dans la maison de Savoie, qui fait construire ce qu'on va appeler la Sainte-Chapelle de Chambéry. Il y met le linceul, et le siècle suivant, il y a un énorme incendie. La niche est totalement brûlée, noircie. On retire d'urgence le coffre qu'il y avait à l'intérieur, mais il y a des grandes traces de brûlure que vous voyez ici, tout le long. Et on a beaucoup de chance parce que l'image a été sauvée, complètement sauvée. Donc l'image n'est pas abîmée. 1578, il y a à Milan, il y a un évêque que vous connaissez, qui s'appelle Saint-Charles Borromée, et il voudrait bien venir à Chambéry à pied pour voir vénérer le linceul. Et le duc de Savoie lui dit non, non, monseigneur, c'est un peu comme aujourd'hui, tous les TGV sont en grève. Alors vous ne pourrez pas venir, donc on va emmener, au contraire, on va faire le contraire, on va vous emmener le linceul à Turin. C'est comme ça qu'il arrive, il avait d'autres raisons, hein, bien entendu. Bon, on le met dans ce coffre-là, qui est dans ce grand hôtel reliquaire, et beaucoup plus près de nous, le dernier roi d'Italie, Umberto II, a légué ce tissu au Vatican. C'est donc maintenant la propriété du pape. Voilà, donc vous voyez là le roi qui voit le pape Jean-Paul II. Et puis, en 1997, il y a eu de nouveau un incendie à Turin, dont vous avez sûrement entendu parler, ça s'est passé en avril. L'église a totalement brûlé, et il y avait un pompier qui a été absolument très courageux, et qui a réussi, malgré tout ce qu'on pouvait imaginer, à casser le coffre en cristal blindé. Alors je dis souvent aux enfants, quand vous allez à la banque avec votre pistolet à eux, le banquier vous dit, vous m'aurez pas, tu m'auras pas mon petit, parce que moi j'ai 2 cm de cristal blindé devant moi, donc ça marche pas. Et il ne lui donne pas les sous.
Ben là, il y avait 7 cm de cristal blindé. C'était totalement incassable. Il a dû avoir quelque chose du Saint-Esprit. En tout cas, il a réussi à casser et on a retiré le coffre qui a été mis de côté et le tissu n'a pas du tout souffert. Alors, parlons un peu des grandes étapes scientifiques. À la fin du 19e siècle, il n'y avait pas encore de photos officielles, ni de photographes. Si, on commençait les photos, mais il n'y avait pas encore de photographe officiel. C'est donc un avocat de Turin qui s'appelait Secondo Pia qui a eu pour la première fois l'autorisation de faire la toute première photo du linceul. Alors comment il faisait? Vous savez, c'était encore bien antérieur à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il avait, vous avez peut-être vu ça chez vos grands-parents encore, c'est des plaques de verre sur lesquelles qu'on allait développer. Alors il prend ces photos et il va développer son négatif. Attention, donc j'ai parlé du positif. Donc maintenant, il va développer son négatif et aux surprises, il a failli lâcher ses plaques de verre tellement il a été pétrifié, c'est ce qu'il a dit. Alors je ne sais pas si tout le monde voit bien avec le fond là, mais ça ne fait rien. Voilà ce qu'il a vu, donc le négatif. On va le remontrer ici. Voilà, vous voyez là, alors c'est le tissu qui est comme ça, mais qui est coupé en deux, négatif, face et dos. Là, tout le monde voit bien. Là. Bon. Alors ça a de nouveau fait désordre, parce qu'on était au début de la période 1900, la crise du petit Percombe, et il a fallu attendre 1930, cette fois-ci, pour qu'il y ait un photographe officiel, Giuseppe Henriet, qui a refait les photos. Cette fois-ci, il n'y a plus de contestation. Donc, il a retrouvé ça, mais il a également fait une photo qui est ici. Voilà. Alors, là, c'est le visage seul. Et vous remarquerez que cet homme, souvent on dirait un roi. Il est mort, mais il est d'une noblesse de visage absolument fabuleuse. Et en plus, sur ce négatif comme sur ce positif, il y a une anatomie qui est absolument fabuleuse. Alors, voilà. Ah, il y a encore le petit truc là. 1930, on fait les premières recherches anatomiques, le professeur Barbet, et 1974, on découvre quelque chose, c'est un ingénieur français de chez nous qui a trouvé une méthode tout à fait extraordinaire. Il a relevé sur l'image qui est là-bas, point par point, en chaque point de l'image, il a relevé l'intensité de l'image. Et il a mis ça dans une... Alors ça se fait avec un microdensitomètre. Il a mis ça dans une machine à graver. Il a mis une plaque. Et il s'est aperçu qu'aux zones où il y a contact entre le tissu et l'homme, l'intensité est très élevée. Et aux zones où il n'y a pas contact, vous le voyez sur la graphique d'en haut, l'intensité est relative, il y a une grosse pointe. Aux zones où il n'y a pas contact, l'intensité est nulle. Alors il a mis cette information, c'est une information technique qui est dans la fibre du tissu. Il a mis ça dans une machine, sur une plaque, qu'il a fait déplacer, et il a envoyé cette information. Et bien voilà le résultat. Le résultat est ici. Je ne sais pas si vous voyez, à peu près. Est-ce que tout le monde voit? Pas trop? Alors attendez, je vais vous l'amener un peu plus près. Voilà. Il faut bien comprendre ça. C'est le relief de l'homme qui est dans le linceul. Ce n'est pas une vue d'artiste, ce n'est pas une sculpture. C'est la réalité physique de ce qu'il y a dans les fibres du tissu. Cette image est unique au monde. Il n'y en a pas une seule autre au monde qui possède la troisième dimension dans les fibres du tissu. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vos enfants font du 3D toujours,
mais c'est artificiel. Hein. Voilà. Alors, vous remarquez quelque chose aussi, c'est que c'est comme là, il n'y a pas une partie à droite qui est très éclairée, une partie à gauche qui est très sombre. Moi qui suis très beau, vous me voyez là, hein, j'ai un très 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 beau nez. Si vous m'éclairez par là, il va y avoir beaucoup de lumière là, mais ici ça va être tout noir, enfin c'est très sombre. Hein, si les informaticiens ils mettraient 1 ici et 0 ici. Ben là c'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un flash lumineux qui a formé l'image. Il n'y a pas de flash lumineux dans le tombeau. Ce n'est pas le bon Dieu qui a envoyé une bombe atomique, certains ont dit ça, pour casser Jérusalem. Ben non, ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas un flash lumineux. Alors qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on va voir après. Alors cette tridimensionnalité, donc 1994 pour un Français, et vous savez que les Américains ont fait un peu, mais après nous, il faut faire un peu cocorico, avec la NASA, ils ont fait des images en relief qui ont couru le monde entier. Plus intéressant, et plus près de nous, on a fait ce qu'on appelle un hologramme. Alors je suis obligé de quitter le diaporama, je m'en excuse, on va quitter une seconde. Voilà, vous avez vu ici ce qu'on obtient comme hologramme, c'est-à-dire une image virtuelle, mais avec les données physiques qui sont dans le tissu. Je vous la repasse une fois. Je reviens au... Alors, il faut que je ferme là. Et je reviens au diaporama. Alors, il faut dire ici. Voilà. Donc, image tridimensionnelle parfaitement unique. 1978, des examens très très approfondis, 7 tonnes de matériel. On est fait sur place parce qu'on ne peut pas déplacer d'un seul à l'étranger. 35 savants du monde entier viennent, ça s'appelle le STURP, et ils font des découvertes dont on parlera plus tard. Et puis, patatras, vous savez l'histoire, 1988, le fameux test au carbone 14, où on nous dit, bon, allez vous rhabiller. Tout ça, c'est un truc du Moyen-Âge. Bien, 2002, on fait une restauration. Pourquoi on fait cette restauration? Parce que derrière le tissu, il y avait, pour le tenir mécaniquement, il y avait ce qu'on appelle une toile de Hollande. Et du côté où nous sommes, il y avait des pièces pour boucher ces fameux trous de l'incendie de Chambéry. Là, il y en a une qui est dans le rond rouge. Et on s'est dit, ben, on ne peut pas laisser ça à nos petits-enfants, il doit y avoir des cochonneries à l'intérieur. Donc on a nettoyé, on a ouvert, et voilà ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Vous voyez tous ces dépôts charbonnés. Et pour ne pas laisser ça à mes petits-enfants qui sûrement vont se mettre à travailler sur le linceul de Turin, je l'espère, voilà ce que ça a donné. Donc en haut, la pièce, enfin l'endroit où il y avait le trou avec le tissu, en bas, l'endroit où il n'y a plus les pièces, et donc vous pouvez positionner cet endroit-là. Donc aujourd'hui, le tissu est comme ça, toutes les pièces ont été enlevées. Alors que nous dit ce tissu? Ce tissu, il nous parle par ses dimensions. Vous savez, les femmes, elles allaient au marché et elles faisaient le tour du bras, ce qu'on appelle la coudée. La coudée, c'est un très bon instrument de mesure qui fait exactement 52,3 cm. Et donc le tissu fait 8 coudées dans un sens sur 2 coudées dans l'autre. Alors ça, c'est pas très intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est un tissage extrêmement coûteux. C'est un tissage, c'est un tissu en lin qui est tissé en chevron, et les spécialistes nous disent qu'il a fallu à peu près 800 heures pour tisser un tel tissu. Alors ça nous approche un peu d'un certain Joseph d'Arimathie, Matthieu au chapitre 27, qui était un homme riche. Il en a trouvé, Pilate demanda le corps. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul propre. Ce n'est pas un torchon,
c'est un tissu neuf, un très très beau tissu qui aujourd'hui est encore toujours un très très beau tissu. On va parler des pliages qui sont très curieux et on va parler d'une couture. Alors, il y a des taches d'eau. Tout le monde va vous dire que les taches que vous voyez là, les auréoles, vous voyez au niveau des genoux, là, tout le monde va vous dire que ce sont des taches d'eau de l'incendie de Chambéry. Ah bon, très bien. Eh bien, vérifions. Alors, on regarde un peu plus en détail et on s'aperçoit, alors à Chambéry, donc il était dans un coffre comme ça, au moment de l'incendie, il était plié en 48 épaisseurs. Ben, on regarde le tissu et vous voyez tout de suite que on a surligné en bleu les taches d'eau. Vous voyez tout de suite qu'elles sont parfaitement symétriques par rapport à l'axe B. Si vous voyez la lettre B là au milieu, toutes ces taches sont parfaitement symétriques. Et puis on peut définir 7 petits secteurs et on voit que si on replie l'un sur l'autre ces 7 petits secteurs, ça correspond parfaitement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tissu il était plié donc autour de cet axe B et qu'il était replié un peu en accordéon et qu'il y avait une goutte d'eau en bas qui s'est transférée sur tous les coins. Alors ça c'est très bien, seulement le lin c'est très souple, donc ça s'effondre. Donc la seule solution, c'est qu'il pouvait être dans ce qu'on appelle une urne, comme il y en a beaucoup en Palestine. Et là, donc, on a reconstitué à l'intérieur un tissu avec une tache d'eau et on voit comment il s'effondre. Donc ça ne correspond absolument pas à l'incendie de Chambéry, pardon. C'est très 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 antérieur. Sur ce tissu, il y a également une couture qui défie l'intelligence, elle aussi, parce qu'elle n'existe sur aucun tissu d'Europe qui soit arrivé chez nous, enfin fabriqué en Europe. Alors, elle fait toute la longueur et elle sépare entre une petite bande et une grande bande, on ne va pas donner les détails. Il se trouve que en l'an 73, les Juifs s'étaient réfugiés dans une forteresse qui s'appelle Masada, au fond de la mer Morte, pas très loin de Qumran, ça vous dit quelque chose. Et dans les années 1960, on a fait des fouilles et on a retrouvé quelques tissus. Et sur ces tissus, eh bien, il y a ce type de couture. On peut donc dire que ce tissu, il a de grandes chances de dater du 1er siècle. On trouve ce type de couture extrêmement rarement, disons, 1er, 2e siècle. Alors, on va parler de la datation du tissu, mais j'ai mis un S parce qu'il y a beaucoup de datations. On vient déjà de donner quelques éléments. Mais pour rester dans le domaine de la science pure, eh bien, on va parler du carbone 14. Vous trouverez dans la petite librairie une petite plaquette de synthèse qui a été refaite en 2020. Et puis, on va parler de quelque chose que personne ne connaît vraiment en France. Ce sont des datations qui ont été faites en 2013 par spectroscopie et puis par rayon X en 2022. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. C'était au mois d'avril l'année dernière. Alors, pour le carbone 14, c'est extrêmement compliqué, mais on va quand même simplifier au maximum. Dans la très haute atmosphère, vous savez, il y a ce qu'on appelle le bombardement cosmique, le rayonnement cosmique. Il y a des particules qui arrivent qu'on appelle des neutrons. Et ces neutrons, ils tapent dans la haute atmosphère sur des molécules d'azote. Et ça fabrique un carbone qu'on appelle le carbone 14, qui est un carbone un peu particulier, parce qu'il est radioactif. Alors, n'ayez pas peur, parce que vous êtes tous radioactifs. Et ce que vous mangez, ce que vous buvez, c'est radioactif. Donc, n'ayez pas peur de ce mot-là. Alors, ce carbone 14 produit dans la haute atmosphère, il est en échange permanent. Les plantes l'assimilent par l'assimilation chlorophylllienne, et nous, par notre respiration, nous en extirpons, on en perd autant qu'on en consomme. Donc il y a toujours équilibre. Mais le jour où la plante est coupée, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de rentrée, et donc ce carbone 14, il a une particularité, c'est qu'il décroît au cours du temps. Il décroît selon une loi qui est dite exponentielle, mais enfin peu importe. Et tout le principe de la mesure, c'est donc de déterminer le nombre d'atomes qui restent aujourd'hui, et avec la courbe exponentielle, on peut remonter à la date à laquelle
il avait son taux nominal. Vous voyez par exemple ici pour les grottes de Lascaux, eh bien, il y a un taux aujourd'hui et on peut remonter donc à son taux nominal et on peut donc dire que les grottes de Lascaux ont 17 000 ans. Voilà. Alors, jusque dans les années 70, il n'était pas question de faire un test au carbone 14 parce que c'était très gourmand en consommation de tissu. Il fallait consommer à peu près 500 cm² de tissu. Donc, ce n'était pas possible. Dans cette période-là, il y a une nouvelle méthode qui s'appelait AMS, par spectroscopie de masse et accélération des ions, peu importe, c'est pour les scientifiques qui sont dans la salle. Et cette méthode, elle s'est mise au point, qualifiée, et à la fin des années 85, tout le monde était d'accord, il y avait une corrélation entre les objets qu'on avait datés d'une méthode et de l'autre. Donc l'Église a dit, ok, on y va. Alors ça a été un peu long, il a fallu attendre 88 pour les questions de protocole, et le prélèvement a eu lieu dans un angle de tissu. Et puis là, voilà, patatras, on nous dit, ben, allez vous rhabiller, votre tissu, on peut le dater entre 1260 et 1390, c'est un tissu du Moyen-Âge, l'histoire est finie. Alors, je profite quand même de ce que vous avez ça sous les yeux, vous voyez le petit rond là, je le remets là, rouge, le prélèvement n'a pas eu lieu dans le coin précisément, un petit peu en dessous du coin. Alors, ça met par terre un argument que beaucoup de gens ont avancé en disant ouais, les évêques, ils le tenaient avec des mains sales, et c'est la transpiration qui a fait ça, qui a fait cette erreur de datation. C'est pas vrai, d'autant plus que les évêques, ils avaient toujours des gants. Donc, c'est pas une bonne explication. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des précautions extrêmement particulières. D'abord, on est allé chercher trois autres tissus parfaitement connus, de façon à ce que les laboratoires puissent retrouver les bonnes dates, qu'on soit sûr qu'ils ne se trompent pas. Et puis on a fait 12 mesures sur chaque tissu. Alors si madame se casse le bras, elle ne va pas demander à la sécurité sociale de lui payer 12 radios. Mais vous voyez, là on a quand même fait quelque chose d'énorme, 12 mesures pour chaque tissu. Alors comment ça s'est passé? On va donner les résultats, mais il faut faire attention, ces résultats, ils sont en année before present, c'est-à-dire on remonte en arrière. Le monsieur qui a découvert cette méthode, William Libby, il a fait ça en 1950, il a déclaré que 1950 c'était l'âge zéro, donc on compte en sens inverse depuis 1950, jusqu'à ce qu'on trouve 10 000 ans, 3 000 ans, peu importe. Donc il faut bien noter que ce sont des âges depuis 1950. Alors, les trois tissus qu'on est allé chercher, numéro 2, 3, 4, plus le numéro 1, c'est le linceul. On a découpé dans chacun de ces tissus un échantillon, on a vu tout à l'heure, et on a redécoupé en 3 morceaux qu'on a donné à 3 laboratoires, un à Arizona, le Tucson en Arizona, un à Oxford et un à Zurich. Un de chaque. Alors, le tissu numéro 2, il venait d'une tombe islamique de Nubie, il était daté du 11e, 12e siècle. Le tissu numéro 3 était daté de la limite du 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Et pour le tissu numéro 4, il s'agissait de fils de la chape de Saint-Louis d'Anjou, qui est encore aujourd'hui à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, on peut voir que pour le tissu numéro 2, les écarts entre les 3 laboratoires sont très faibles. Il y a simplement 14 ans d'écart, c'est tout à fait normal, c'est très faible, c'est une très bonne mesure. Et ce qu'on va appeler l'indice, le niveau de signification, pas confondre un avec l'autre, c'est le niveau de confiance. Donc le niveau de signification, il est de 90%. C'est très très bon. Donc les laboratoires, au moins de ce point de vue-là, n'ont pas triché. En revanche, pour le tissu numéro 1, là, ça se complique beaucoup. Le tissu numéro 1, c'est un seul. Et là, paf, il y a 104 ans d'écart entre le laboratoire d'Arizona et celui d'Oxford. Et le niveau de signification n'est que de 5%. Ça veut dire qu'il y a 95% de chances que les 3 échantillons ne soient pas homogènes en teneur en carbone 14. On a vérifié après qu'ils sont parfaitement homogènes sur le plan textile. C'est pas 3 morceaux complètement séparés sur le plan textile.
Surtout que la totalité du prélèvement faisait 6 cm, tout ça découpé en une fois deux, puis ensuite la demi-partie encore en trois. Vous voyez, ça faisait à peine 1,5 cm pour chaque laboratoire. Voilà. Donc, déjà en 88, on savait qu'il y avait 95% de chances que ça ne marche pas. Bon, et depuis, on a beaucoup travaillé et il y a de nouvelles critiques qui sont intervenues et dont on va parler. Alors, assez vite après, il y a eu des retours en arrière. D'abord, le professeur Tait, qui dirigeait le British Museum, qui a dit « Je ne considère pas moi-même que le résultat de la datation du suaire par le radiocarbone démontre qu'il s'agit d'un faux. » Oui, bien sûr, parce que lui, il donne une date, c'est pas à lui de dire que c'est un vrai ou c'est un faux. Si c'est un faux, c'est qu'on sait faire le vrai. Alors, personne n'a jamais pu me montrer quoi que ce soit. Et puis, le professeur Gove, qui était le père de la nouvelle méthode, il avait un doute aussi, parce qu'on pensait à une pollution par des bactéries, et il a dit, ben, à cette époque-là, il n'y avait aucun moyen de dater le suaire avec une certitude absolue. Et le professeur Ramsey, c'est plus près de nous, Oxford 2008, il a dit, il semble y avoir un conflit dans les interprétations des différentes preuves sur l'histoire de ce tissu bien intrigant. Alors, les résultats qui sont tout récents, donc un certain Tristan Casabianca a obtenu enfin, grâce à une loi américaine, il a obtenu que tous les résultats lui soient communiqués. Les laboratoires avaient toujours refusé de donner la totalité des résultats. Et là, on s'aperçoit que, en fait, Arizona, il a fait 8 mesures, alors qu'il n'y a que 4 qui ont été données dans la revue Nature. Alors c'est très intéressant parce que si on regarde l'âge minimum, toujours âge, pas de datation, âge, 540 ans, 591 ans dans la revue Nature, et l'âge moyen, 646 ans. Ah, ben regardons ce que ça donne. Si on convertit ces 540 ans en calendaire, en date calendaire, ça voudrait dire que le tissu daterait de 1448. Ah, flûte, c'est embêtant parce qu'il est arrivé avant 1350. Ah, flûte, alors il y a 100 ans d'écart. Ça ne marche pas, ça. Par contre, si on prend uniquement l'âge moyen et qu'on met en date calendaire, ben là, ça va tout juste, mais enfin, ça passe. On se trouverait en 1342. Ça va, c'est juste avant 1350, ça peut passer. Voilà. Et puis, on s'aperçoit qu'à force de regarder le détail de ces statistiques, c'est pas 104 ans d'écart, à travers toutes ces mesures qu'on vient d'avoir et qui n'avaient pas été données avant, c'est qu'en fait, il y a 255 ans d'écart entre deux laboratoires, et ça veut dire que le niveau de signification n'est que de 1%, ça veut dire qu'il y a 99% de chances que les 3 échantillons ne soient pas homogènes en teneur en carbone 14. Alors pour les spécialistes, il y en a dans la salle, je dis la valeur du test du Ki2 qui est trop forte, il est de 10,75, il devrait être inférieur à 6, peu importe. Et puis l'accord en pourcent, il est de 18, alors qu'il devrait être supérieur à 60. Alors, on a beaucoup accusé le cardinal Balestrero à l'époque. Il faut lui rendre au contraire hommage, parce qu'il avait ouvert tous ses dossiers pour que les scientifiques travaillent. Et il a dit, l'Église réitère son respect et sa vénération pour cette vénérable icône du Christ. Les problèmes de l'origine de l'image demeurent non résolus, et personne ne m'a jamais fait dire que j'accepte ce résultat parce que cela ne me concerne pas. L'Église n'a pas accepté les résultats les yeux fermés, elle est sereine, elle a répété et elle répète que le culte du Saint Linceul continue et que la vénération de ce linge sacré reste un trésor de notre Église, ce qui est significatif de son importance et de sa valeur. Alors, deux nouvelles datations. 2013, une datation par des méthodes chimiques et mécaniques. Méthode par spectroscopie infrarouge, je ne vais pas vous détailler, c'est un peu complexe, la spectro infrarouge, et la même chose avec la spectroscopie Raman, ça se fait avec un laser. Ce sont des méthodes assez complexes, on éclaire la cible, le rayonnement traverse la cible et on recueille de l'autre côté un rayonnement, et ce rayonnement, eh bien, il est absorbé par le matériau, par la cellulose, et on peut trouver ce qu'on avait appelé un pic d'absorption. Vous voyez les pointes sur ce spectre, donc le spectre avec sa pointe, spectre d'absorption. Alors on a classé 13 tissus, les tissus anciens sont tout en haut,
et les tissus récents sont tout en bas. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'aperçoit que l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur de ce pic d'absorption, il diminue avec le temps. Alors, à partir de là, on peut en déduire une loi de vieillissement de la cellulose au cours du temps. À ce moment-là, on prend un petit échantillon qui vient du tissu, du linceul, et on peut le tester et le positionner dans ces courbes. Eh bien, voilà le résultat. Je passe sur le résultat global. Eh bien, pour le professeur Fanti qui a fait cette analyse-là, eh bien, le tissu, il daterait de l'époque du Christ à 250 ans près. Il a dit, je suis sûr, il est du 1er siècle. Il a écrit des livres. Malheureusement, ces livres sont en italien, n'ont jamais été traduits en français, mais il a dit, donc, je suis sûr. Alors, une autre méthode qui est toute récente, dont vous avez entendu parler l'année dernière, il y a presque un an, puisque c'est sorti en avril 2022, c'est l'Institut de cristallographie de Bari, en Italie. Ils ont cherché aussi à regarder le vieillissement de la cellulose, mais en bombardant le petit échantillon par des rayons X. Alors là aussi, c'est un peu compliqué, ça s'appelle la diffraction à grand angle. Il a pris 4 tissus, un tout neuf, un de l'époque médiévale qui venait du Fayoum, un qui venait de ce fameux endroit Masada dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc du tout début du 1er siècle, et puis un tissu de 3500 ans venant d'Égypte, et puis le tissu du Suaire. Alors il a fait ses courbes, là aussi c'est assez compliqué, mais donc le linceul de Turin, c'est la ligne qui est en marron. Eh bien, il est positionné près de celui qui est en vert, c'est-à-dire celui qui vient de Masada. Donc il en a conclu que le tissu a environ 2000 ans. Voilà donc une nouvelle méthode toute récente. Alors bien entendu, il y a des contestations, personne n'a jamais fait ça, il faut être sûr que l'échantillon provienne bien du linceul, enfin tout ça c'est compliqué, mais en tout cas ça ne va pas dans l'autre sens. Tout ce qu'on vient de montrer, ça ne dit pas que le linceul il date de 1950. Voilà. Alors, il y a des dépôts et des traces sur ces tissus, des matières. Des matières, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du fil nylon, il y a des larmes de Saint-François de Sales, il y a du rouge à lèvres, mais il y a aussi de l'aragonite, et cette aragonite, elle est tout à fait identique à celle qui existe au Golgotha. Donc il y en a sous les genoux et sur le nez de l'homme. Et puis il y a des aromates, en particulier on trouve de la myrrhe et de l'aloès, et ça vous rappelle Jean au chapitre 19, quand Joseph d'Arimathie et Nicodème viennent avec des aromates pour faire la toilette normale, mettre les parfums. Il y a quelque chose de très curieux. On fermait les yeux des morts, pour pas qu'ils restent ouverts, par des pièces de monnaie. On a trouvé des pièces de monnaie dans plusieurs crânes. Et là, on n'a pas les pièces, bien sûr, mais ces pièces ont laissé leurs traces. Et puis on parlera des pollens après. Alors, ces pièces de monnaie, vous les voyez. Alors, il faut bien regardez là-bas le visage, vous allez deviner un petit rond au-dessus de l'œil gauche sur le négatif. Hein. À l'endroit où il y a la flèche, là, on devine des traces de lettres. Au milieu, vous devinez une forme un peu comme une crosse d'évêque. C'est ce qu'on appelle la houlette d'astrologue. Alors, on est allé chercher des pièces qui existent aujourd'hui, des pièces romaines qu'on trouve chez les collectionneurs. Moi-même, j'en ai vu au musée d'histoire de Vienne, en Autriche. Et vous voyez que cette pièce-là, qui est en bas, elle est exactement la même forme, avec cette espèce de pointe, parce que c'est une pièce qui a été très usée. Et puis, eh bien, on distingue des lettres, de la houlette, cette fameuse houlette d'astrologue, et puis on voit bien les lettres, il y a écrit Tiberiu Caesaros, ça veut dire qu'il s'agit d'une pièce de l'empereur Tibère. Ces pièces-là, alors ça c'était sur l'œil gauche, sur l'œil droit, la pièce, enfin la trace de la pièce correspond à celle que vous voyez là, eh bien elles n'ont pas été fabriquées longtemps, ça a duré à peine quelques années, et on a reconstitué, c'était fait par un certain Ponce Pilate, je crois, hein, dans
un petit pays, voilà, et elle date de 29 à 32. On a là donc une date très précise pour dire que ce tissu, ben, il a enseveli quelqu'un dans cette période-là, autour des années 30. On a des pollens, on a beaucoup de pollen. Je ne vais pas vous détailler ce grand tableau, il y a 58 espèces de pollen. Vous verrez, si certains le veulent, une petite plaquette qui fait le détail. Là aussi, c'est une affaire très compliquée. Mais pour simplifier, on va voir simplement qu'il y a des pollens qui viennent bien sûr de France et de Méditerranée, des pollens qui viennent du tour de la région de Jérusalem, des pollens qui viennent des déserts calcaires, des pollens qui viennent de la mer Morte. Et puis surtout, ça c'est très important, il y a 3 pollens qui viennent de plantes qui ne poussent ensemble, qu'on ne trouve ensemble à la même période de floraison, à un seul endroit au monde. Un seul endroit au monde, c'est entre Hébron et Jérusalem. C'est le seul endroit au monde où il y a ces trois pollens à la fois. Alors, on rappelle que les pollens, ça ne donne pas une date, mais, comme on vient de le dire dans cet exemple, ça vous donne un endroit de passage qui est incontestable. Donc, c'est évident que ce tissu, il a été autour de la mer Morte, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, on a des traces de sang, bien sûr. Donc, les savants des années 78 ont trouvé de la bilirubine, leur rapport de 1980. Bilirubine, c'est un composé du foie qui est extrait lorsque on a un très très grave traumatisme. Et il a une particularité, c'est qu'il reste rouge indéfiniment. Indéfiniment. Et les traces sur le linceul ne sont pas noires, elles sont rouges. On a trouvé également de la biliverdine, ça c'est tout récent, 2016. C'est pareil, c'est une substance émise également par le foie en cas de grave traumatisme. On a fait des recherches sur la créatinine, là aussi le taux de créatinine, vous savez quand vous faites vos analyses, vous faites votre taux de créatinine. Et là, quand le taux est vraiment très fort, là aussi ça dénote un traumatisme très important. Et puis, actuellement, on est en train de faire des recherches sur la quantité d'azote qu'il peut y avoir dans le sang, qui paraît elle aussi être très bizarre, très curieuse. Alors, on change de sujet et on va essayer de parler un peu des différentes périodes. On en a déterminé 5. La première, je ne reviens pas dessus, mais on va essayer de remonter jusqu'à la première période. Et déjà, première question, pourquoi ce tissu aurait-il été conservé? C'est impensable. Pourquoi c'est impensable? Parce qu'en Palestine, il y a une règle, tous les ans, enfin pardon, 1 an après la mort du défunt, on retourne au cimetière, on récupère tout, on brûle tout, sauf les ossements. Et si vous allez à Jérusalem, dans les ossuaires, on porte bien son nom, il n'y a que des ossements, il n'y a pas de tissu. Ça n'existe pas. Donc le fait déjà que ce tissu soit arrivé jusqu'à nous, c'est tout à fait invraisemblable, d'autant plus que c'est le tissu d'un homme condamné à mort, sanguinolent, le sang c'est impur, donc ce tissu il aurait dû être brûlé. Donc il ne devrait pas être là, mais il est là. Alors on a une première période à partir des années 30 qui n'est pas fondée sur des textes officiels, mais sur un certain nombre de témoignages. On a quelques textes apocryphes, par exemple, un texte apocryphe du IIe siècle, l'Évangile aux Hébreux, le Seigneur ayant donné son linceul au serviteur du grand prêtre, alla vers Jacques et lui apparut. Et puis, bon, il y en a plusieurs. Hein. Et puis les pères de l'Église nous en parlent, Saint Grégoire de Nice, Cyril de Jérusalem, et le fameux Sylvestre Ier que vous arrosez copieusement le 31 décembre en faisant la fête. Et bien en 325, il a dit, dorénavant, il faudra dire la messe sur un tissu en lin pour se rappeler du linceul sacré de Jésus. Ce n'est pas des preuves, mais ce sont des indices pour dire que probablement ils avaient gardé au moins la mémoire de ce tissu, que peut-être il existait encore. Alors on a de bonnes raisons de penser que au moment où les persécutions ont commencé, c'est-à-dire autour des années 50, la Vierge est morte, semble-t-il, en 51, donc elle a pu garder le tissu chez elle. Et puis après sa mort, les apôtres ont commencé à fuir vers le nord, vers le Décapole, à cause de ces persécutions. On a une bonne présomption de penser qu'ils sont allés vers Édesse. Édesse,
Vous pouvez en entendre parler aujourd'hui avec le grand tremblement de terre. C'est au nord d'Alep. C'est donc au début de la Turquie. Ça s'appelle Salli Urfa aujourd'hui. Alors, dans cette ville, à l'époque du Christ, il y avait un roi qui s'appelait le Abgar V. Et ce roi, il a été guéri par un disciple qui s'appelait Thaddée et qui est venu, semble-t-il, avec un objet, ou en tout cas une image, et le roi a été totalement guéri. Alors, toute sa ville s'est convertie aussitôt. Alors, ça a donné plusieurs textes. Le premier texte ne date que du IVe siècle seulement. Il y aurait eu une tradition selon laquelle ce roi aurait écrit à Jésus et Jésus lui aurait répondu. Bon, toujours est-il que dans cette forme de tradition, le roi Abgar aurait envoyé son serviteur voir Jésus pendant qu'il prêchait, puis le serviteur, il n'arrive pas à faire le portrait de Jésus, et ça peut lui donner naissance à ce qu'on appelle la légende de Véronique. Excusez-moi de dire légende pour les dames qui s'appellent Véronique ici, mais elles savent d'autant mieux qu'il n'y a aucune trace de Véronique dans les évangiles. Il n'y a pas de Véronique dans les évangiles. Alors Véronique, on vous dit souvent, ça veut dire Vera, icône. Mais ça ne marche pas, parce que Vera c'est du latin, icône c'est du grec. La probabilité c'est beaucoup plus une princesse juive qui s'appelait Bérénice, Bérénice a pu se transformer en Véronique. Et il y a une tradition selon laquelle cette princesse juive aurait été voir l'empereur Trajan et Trajan aurait été guéri. Donc vous voyez des traditions qui se mélangent sur un même phénomène de base. Alors à partir du VIe siècle, on a une histoire qui devient beaucoup plus probable puisqu'il y a une grande inondation dans cette ville d'Édesse et on découvre cette image qui va protéger la ville. Il y a quelques années seulement, on vient de découvrir une mosaïque de cette époque-là. Cette image, un peu plus tard, on l'appellera le Saint Mantillion, et déjà à cette époque-là, on dit elle n'a pas pu être faite par la main de l'homme, en grec, a, keiro la main, poieté, fait, impossible de le faire par la main de l'homme. Bon, je passe. On arrive à une histoire tout à fait connue. Vous savez qu'il y avait eu la crise iconoclaste, et ça s'était terminé en 843, et 100 ans plus tard, il n'y a plus rien comme image des dieux, des saints dans tout l'Empire byzantin, et l'empereur de Constantinople décide de mettre le sac à cette ville d'Édesse, parce que là, il y a cette fameuse image qui est connue du monde entier, on va dire, et il met le siège, et il récupère cette image. Alors c'est un siège bizarre, parce que au lieu de tuer les gens et de faire beaucoup de prisonniers, il libère 12 000 prisonniers, et au lieu de prendre un énorme butin, il donne une dizaine de milliers de pièces d'or. Alors c'est assez curieux. Bien, toujours est-il que le 15 août de l'an 944, cette image arrive en grande pompe dans cette ville de Constantinople. Vous voyez au milieu de la gravure ici, c'est une gravure qui est à Madrid, dans un manuscrit. Vous voyez ici l'empereur qui embrasse la tête du Christ sur ce tissu, et il y a écrit dans le cartouche To Agion Mandul, c'est-à-dire le Saint Mandillon. Alors, malheureusement, patatras, un peu plus tard, 1204, il y a la fameuse 4e croisade, c'est le sac de la ville, et tout disparaît. Et il y avait un certain chevalier français qui s'appelait Othon de la Roche, qui est parti à Athènes. Alors, on a, il y a très très peu de temps, découvert une lettre qui nous donne un an de plus et qui nous dit que, eh bien, tous les objets sacrés ont été pris par les Francs et autres pillards, le sacré linceul étant à Athènes. On a donc là une preuve assez solide que ce linceul a été emporté à Athènes. Voilà. Je passe, et la question qui se pose, c'est quel lien peut-on faire entre cette période que l'on vient de décrire, du début jusqu'au début du XIIIe siècle, et puis la période que nous connaissons, la période moderne. Voilà. Eh bien, ce lien, on ne le faisait pas il y a une trentaine d'années, mais aujourd'hui, il est fait d'une façon formelle. Je reviens sur cette gravure, sur
cette arrivée du Saint-Mandillon d'Édesse à Constantinople, dans l'homélie qui a eu lieu le jour de l'arrivée, eh bien, il est écrit que cet objet présente non seulement le visage, mais aussi les blessures de son propre côté. Ce n'est donc pas seulement un objet où il n'y avait que la tête. Hein. L'empreinte a été embellie par les gouttes de son propre côté. Et puis on a des textes du Xe siècle qui ont été trouvés tout récemment, il y a une quinzaine d'années maintenant à peine, au mont Athos, qui disent que le Saint-Mandillon, ce n'était pas un petit bout de tissu, c'était un tissu d'ensevelissement et qu'on y voyait le corps entier. Alors nous avons un autre élément qui est fondamental, c'est un manuscrit qui date de 1195 à 2 ou 3 ans près. Sur ce manuscrit, qui est toujours à Budapest, vous voyez des particularités. D'abord, le Christ est entièrement nu, ce qui est totalement impensable au XIIe siècle, c'est inimaginable. Il n'a que 4 doigts à chaque main, alors retenez bien ce détail parce que tout à l'heure je vais faire une interrogation écrite. D'accord ? Hein ? Bon. Et puis, autre détail auquel personne n'avait fait attention, il y a un drôle de pli en dessous, comme pour recueillir les humeurs, parce que c'est un corps qui a énormément souffert, qui a donc émis des vapeurs, et donc on a pu mettre une serviette dessous. Alors, si vous regardez ici, et puis donc sur la photo, en détail, le négatif d'eau, vous apercevez que la distance entre la taille et le bout des pieds, elle est beaucoup trop longue. Et puis curieusement, on dirait, excusez-moi, c'est pas très correct, mais je suis obligé de le dire, on dirait qu'il y a 2 fessiers, si vous regardez très en détail. Et entre les deux, on voit une zone noire où il n'y a pas d'image. Cette zone peut correspondre à une zone de pliage, et on a fait tout récemment des travaux par l'informatique, et on s'est affranchi de cette zone de pliage et de ce deuxième fessier, et à ce moment-là, on retrouve une distance entre la taille et les pieds qui est tout à fait normale. Alors, ce manuscrit dont on vient de parler, il a encore une autre particularité, une autre gravure, c'est que là, vous voyez les saintes femmes qui arrivent au tombeau le dimanche matin, le Christ n'est plus dans son linge, il y a l'ange qui les accueille, et vous regardez bien le détail de ces tissus, vous apercevez déjà qu'il y a des chevrons, donc ça correspond bien à ce tissu qui est arrivé à nous, qui est en chevron, mais il y a un détail supplémentaire qui est fondamental. Vous voyez dans le cercle rouge 4 petits trous en forme d'équerre, on va dire de L à l'envers. Vous le voyez bien, un petit peu moins bien sur l'autre partie, mais si on l'agrandit un peu, vous voyez très bien ces 4 trous très particuliers. Alors, il faut rappeler que c'est un iconographe, c'est quelqu'un qui écrit une icône, c'est pas un artiste du XXe siècle, hein. C'est quelqu'un qui dessine exactement ce qu'il voit. Il ne peut pas dessiner autre chose. Donc il a vu ça. Eh bien, c'est très intéressant parce que, là vous le voyez un peu mieux contrasté, sur le linceul lui-même, alors vous le voyez très bien ici, eh bien, ces petits trous, on les retrouve parfaitement, vous les voyez ici. 1, 2, 3, 4. Comme le tissu était plié autour de l'axe, vous les retrouvez ici. 1, 2, 3, 4. Là, je n'ai pas la baguette assez longue. Mais comme le tissu était plié dans l'autre sens, on les retrouve toujours à la même position. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4 de part et d'autre des mains. On peut penser aujourd'hui que c'est sans doute des braises d'un encensoir qui sont tombées peut-être à Constantinople et qui ont fait ces séries de trous qui sont parfaitement superposables, avec donc une atténuation au fur et à mesure des épaisseurs. On peut donc dire que le linceul qui est aujourd'hui vénéré à Turin, c'est bien et sans aucun doute possible le linceul qui était à Constantinople avant les années 1000, et dont on a vu qu'on pouvait remonter l'histoire. On peut d'autant plus le dire que ces 4 trous n'ont aucun rapport avec l'incendie de Chambéry, puisque on a une gravure
qui est daté de 1516, Chambéry c'est 1532. Cette gravure est dans l'église Saint-Gomer à Lierre, et ces 4 trous sont représentés. Alors qu'a-t-il pu se passer entre 1205 et 1350, disons? Eh bien, il y avait d'une part une famille de circuits discrets. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. À peu près tous les circuits de ce type sont disparus. Il n'en reste qu'un, donc ils tournent toujours autour de Auton-de-la-Roche. Et la version actuelle, c'est que à la chute du duché d'Athènes, les veuves, les duchesses d'Athènes qui s'étaient rapatriées dans le Péloponnèse, donc en Achaïe, elles auraient exfiltré le linceul et l'auraient ramené discrètement en France, à Lyrie. Et puis, il y a un autre circuit, qui est le circuit officiel, c'est qu'à Constantinople, il y a un empereur qui s'appelle Baudouin, un empereur franc, mais très rapidement, il est complètement fauché, et il cherche à se faire de l'argent, et pour ça, il cherche à vendre tout ce qu'il a, en particulier à vendre la fameuse couronne d'épines. Et c'est comme ça que la Sainte Couronne va arriver à la Sainte-Chapelle. Baudouin donc la transfère en 1238 à Saint-Louis, qui l'avait fait construire la Sainte-Chapelle. Et un peu plus tard, on peut, alors vous voyez là le reliquaire, il n'y a plus d'épines du tout dans ce reliquaire, mais il nous reste les joncs, on va en parler tout à l'heure. Et donc il y a une possibilité assez sérieuse qu'un peu plus tard, le roi Philippe VI ait donné ce linge. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne voyait pas grand-chose. Donc quand ce linge est arrivé en France, il n'y avait pas du tout d'histoire dessus. Un linge où on ne voit pas grand-chose, qui est dans une caisse à la Sainte-Chapelle, ben, il a pu donner ce linge à ce valeureux Geoffroy Ier de Charny. Voilà. Comment l'image s'est-elle formée? Alors, deux images sont distinctes. D'une part, l'image des taches de sang. Quand vous vous blessez, la tache de sang est noire. Si vous faites la photo, sur le négatif, ça va être blanc. Là, vous voyez très bien, au front, là, sur le visage, que les taches sont blanches, sur le négatif. Donc ces taches de sang sont normales. Tout à fait normales. Et elles ont traversé les tissus. On le voit de l'autre côté. On va appeler ça l'image sanguine, qui est en positif. Et il y a l'autre image, pour ça que c'est un peu compliqué, qu'on va appeler l'image corporelle, c'est-à-dire l'image de ces chevrons colorés, qui, elle, est en négatif, dont on a déjà pas mal parlé. Elles sont totalement superposées, mieux que le millimètre près. Alors, cette image corporelle, elle a des particularités. Elle est thermiquement stable, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres des trous de l'incendie de Chambéry, eh ben, elle n'a pas changé. Si vous allez voler la Joconde à Paris, et puis que vous la mettez dans votre four, eh ben, à 190 degrés, il n'y a plus rien. Bon, là, dans l'incendie de Chambéry, on a largement dépassé les 350 degrés, donc il ne devrait rien y avoir. Donc cette image est particulièrement stable. Elle est parfaitement impossible à effacer, on a tout essayé. Il n'y a aucun contour, aucune trace de pinceau, aucune trace de pigment. Ce n'est en aucun cas une peinture, c'est une oxydation acide déshydratante des fibres de lin. Et pour les jeunes, je dis de temps en temps, écoutez, vous croyez que c'est une peinture et que seul Léonard de Vinci a pu la faire, parce que c'était un grand génie. Je dis, ben, allez voir votre dictionnaire. Léonard de Vinci, il est né en 1453 à Flûte. C'est pas de peau, parce que le linceul, il était en France déjà 100 ans avant. Alors ça marche pas, Léonard de Vinci, ça marche pas. Hein. C'est une peinture, ce n'est pas une peinture, pardon, c'est une oxydation déshydratante des fibres de lin. Alors on va reprendre notre image de tout à l'heure, et puis on va faire un petit schéma. On va enlever tout le haut. Maintenant, on va enlever le corps et on va simuler la tache de sang du coup de lance et puis la position du cœur. Il n'y a pas de cœur, bien sûr, c'est la projection du cœur sur le haut et sur le bas. Vous comprenez bien que le sang a coulé vers le bas et que le tissu a touché la plaie, donc il y a du sang des deux côtés, mais du côté intérieur. Maintenant, on va ouvrir ce tissu en deux et donc on va développer, et vous voyez bien que la plaie du coup de lance est symétrique, bien entendu. On va tourner, couper par le pointillé, on va tourner ces deux morceaux pour voir ce que l'on a là, et vous apercevez que
le cœur est passé à droite, alors qu'elle est à gauche, et la plaie du coup de lance qui a été donnée à droite, elle est à gauche. Et ça se comprend très bien, puisque le linceul, le tissu, était replié sur le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette image, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le corps qui a rayonné. La source a rayonné vers l'intérieur du tissu. On revient tout à l'heure, ce n'est pas une bombe. Voilà. Alors, on a parlé de tout ça, on a parlé de l'inversion droite et gauche, l'inversion des teintes. C'est une image qui est extraordinairement superficielle, ça veut dire qu'elle n'est présente que sur quelques microns. Pour les mathématiciens, je rappelle qu'un micron, c'est un millième de millimètre. C'est pas gros un millimètre. Hein. Alors, demandez à un peintre du Moyen-Âge qui avait peigné avec du collagène, c'est-à-dire un mélange d'œufs, etc. Essayez de lui dire de peindre sur quelques millièmes de millimètre. Vous direz non, non, ça je ne sais pas faire. Hein. Bon. Voilà. Et donc, cette image est tridimensionnelle, on l'a vu. Alors, quelles sont les hypothèses? Finalement, il n'y a que deux hypothèses, puisque ça vient du corps lui-même pour la formation de l'image. Donc, une première hypothèse tout à fait naturelle, par élimination chimique, le corps a beaucoup souffert, il a émis de l'urée, de l'ammoniac, et donc on a fait une expérience de ce qu'on appelait la vaporographie. On a pris une rosace qu'on a imbibée d'ammoniac et on l'a frottée avec de l'aloès, et ça donnait ça. Ça s'était fait au siècle dernier. On était très contents parce que on a un positif, négatif, ça a l'air de très bien coller. Et puis en 1978, quand on a fait ces fameux essais, ces analyses à Turin, qu'on a enlevé la toile extérieure, on a donc vu qu'il n'y avait pas d'image de l'autre côté, et je viens de vous dire que l'image n'est présente que sur quelques microns. Donc ce système de la vaporographie, ça ne marche pas, parce que le père Duplessis est comme moi, il va de temps en temps dans la montagnette là, près de chez vous avec son micelle, il ramasse une pâquerette, il la met dans son micelle, puis 2 ans après, ça a quand même traversé ces feuilles qui sont très minces. Le lin, c'est aussi très mince. Donc la vaporographie, ça ne marche pas, parce que ça traverse le tissu. Alors, il ne reste plus qu'une seule hypothèse, c'est par un rayonnement venant du corps lui-même, un rayonnement de particules, mais là, il faut trouver des candidats, il n'y en a pas beaucoup. Le seul candidat qui puisse répondre à la question, ça s'appelle le proton. Et on va le voir pourquoi. Alors le père Jean-Baptiste Rinaudot a imaginé un modèle par la rupture des noyaux de deutérium. Alors vous êtes un peu comme moi, vous êtes des anciens, vous avez entendu parler d'un certain Hitler, ça vous dit quelque chose là. Hein? Vous savez qu'en Norvège, il est allé chercher la bataille de l'eau lourde. L'eau lourde, c'est quoi? C'est une eau qui est enrichie en deutérium. Le deutérium, c'est une particule, un atome que nous avons dans notre corps en très très faible quantité. Mais pour les besoins de la recherche et éventuellement des bombes, pour Hitler, eh bien, il y avait un enrichissement en deutérium, d'où la bataille de l'eau lourde. Alors, ce deutérium, s'il se casse en deux, comme il a deux particules, le neutron et puis le proton, alors que l'hydrogène naturel n'a qu'une seule particule, eh qu'est-ce qui va se passer? Les protons vont pénétrer dans le lin et on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, les zones de contact où il y a une forte densité et les zones où il n'y a pas de contact, où il y a une faible densité. Alors on a fait les essais et on a retrouvé l'intensité, le flux qui est nécessaire pour trouver la bonne couleur. Donc ça, les protons auraient réalisé les détails de l'image et ça répond tout à fait à la question de l'image tridimensionnelle. C'est tout à fait cohérent. Et puis la deuxième particule, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ces fameux neutrons, à ce moment-là, ils vont faire la même réaction dont on a parlé tout à l'heure dans la haute atmosphère. Dans le linceul, il y a un petit peu d'azote, parce qu'il y a un produit qui s'appelle la pectine, qui est riche en azote, et donc neutron plus azote, ça fabrique du carbone 14. Donc l'idée de ce modèle, c'est de dire qu'au moment même où l'image s'est formée, il y a eu un enrichissement initial en carbone 14. Donc s'il est enrichi au départ, aujourd'hui on en trouve davantage qu'on devrait en trouver. Il en reste plus. Et donc on peut retrouver les 13 siècles qui nous manquent. Alors le père
avait supposé qu'il y avait un enrichissement supplémentaire favorisé par l'incendie de Chambéry. C'était une hypothèse un peu difficile. Bon, c'est un peu rentrer dans les détails de ce qu'on appelle la carboxylation, c'est compliqué. Toujours est-il que tout près de nous, là c'est tout à fait en cours, ça vient de sortir, le physicien Jean-Pierre Laude vient de faire un prolongement de ce modèle en regardant ce qui se passe, parce que les évangiles nous disent qu'il y a eu un énorme tremblement de terre, hein, vous voyez ça, les corps sortent, etc. Alors, on analyse ce qui se passe dans un tremblement de terre, il y a un flux de rayonnement gamma qui est absolument fabuleux, et qui aurait donc pu créer un flux de neutrons très considérable, et on arrive donc à la même conclusion que les neutrons auraient donc enrichi le tissu en carbone 14, donc si on le teste aujourd'hui, ben on le trouve plus jeune qu'il n'est. Voilà, alors troisième partie, ça va, je ne suis pas trop en retard, qui est l'homme du linceul. Eh bien, on a plusieurs éléments pour ça. D'abord, la race de l'homme du linceul. Les ethnologues nous disent que c'est un homme de type syro-palestinien. Les religieux nous disent qu'il a une natte derrière la tête, que vous voyez là, qui est l'appartenance à un groupe religieux. Et sur le plan anatomique, c'est un homme fort, qui fait 1m75, 1m78, et qui fait 75 kg. C'est un homme d'entre 30 et 40 ans, et l'évangile de Luc nous dit qu'au début de sa mission, le Christ avait environ 30 ans. Donc c'est tout à fait cohérent. On a autre chose qui est tout à fait curieuse, ce sont des inscriptions qui sont autour du visage. Et là, vous vous rappelez de vos postes radio que vous aviez chez vos parents, là. Vous savez, vous tournez un bouton, là. Ça faisait... Pourquoi ça faisait ça? Parce qu'il y avait du bruit de fond. Aujourd'hui, vos petits-fils, mes enfants, mes petits-enfants qui sont là dans la salle, ils n'ont plus ça, parce qu'on leur a mis des filtres, ce qu'on appelle des filtres passe-bande, et ça supprime le bruit de fond. Et non que tout de suite, Macron, qui vous voudrez, voilà, ceux qui veulent entendre. Eh bien, on peut faire la même chose en optique. On sait s'affranchir du bruit de fond, c'est compliqué. Il faut un traitement mathématique par série de Fourier. Mais un ingénieur de Saclay a réussi à faire ça. Il a supprimé ce bruit de fond et à ce moment-là, on voit le signal pur qu'on ne voit quasiment pas à l'œil nu, qu'on ne peut pas deviner à l'œil nu. Et là, vous voyez des lettres. Alors, bien sûr, elles sont surlignées. Et puis, on a mis des cartouches pour que vous les voyez bien. Mais regardez tout à fait à droite, il y a écrit du haut en bas Nazarénos, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un nazaréen. Juste à côté, en lisant dans l'autre sens, du bas vers le haut, on devine Inneche, qui veut dire, Inneche c'est la nuit, hein, ça veut dire qu'il a été condamné à mort, il ira vers la nuit, il a été condamné à mort, et tout à fait en bas, dans le cartouche d'en bas, il y a écrit Yesu. Alors, on a beaucoup discuté là-dessus, et il y a une spécialiste du Vatican, des recherches au Vatican, pardon, pardon, j'étais là, voilà, qui a dit, ben, c'est tout simple, à chaque fois que quelqu'un sort d'une mise en croix, il y a un fonctionnaire de service pour dire qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, et puis vous reviendrez le chercher dans un an, hein, attention, il ne faut pas oublier, hein, pour tout récupérer. Eh ben, il aurait écrit, ben, celui-là c'est un nazaréen, et puis il a été condamné à mort, il s'appelle Jésus. Voilà. Donc c'est écrit, comme sur d'autres objets. Voilà. Alors, on a aussi l'iconographie pour nous aider. L'iconographie, vous savez de quoi il s'agit. Donc, tant qu'on était dans les premiers siècles, vous vous souvenez qu'on représentait le Christ comme un bon pasteur, avec un jeune éphèbe grec, là, avec des belles boucles blondes, pas de barbe, et c'est resté encore au sarcophage du Probus, disons jusqu'à la fin du IVe siècle, on a ce type de représentation du Christ. Et à partir de là, ça change beaucoup. À partir de la fin du IVe siècle, on commence à avoir un nouveau type qui va rester, demeurer, il n'y aura plus que ce type-là pour représenter le Christ. Là, c'est la catacombe de Commodilla. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup plus à ce que l'on voit sur le linceul, c'est-à-dire un homme barbu avec les cheveux séparés en deux qui tombent sur les épaules. Alors on a la même chose dans la catacombe de Calixte.
Et tout près de nous, il y a un botaniste qui s'appelle Paul Vignon. Paul Vignon a eu l'idée de rechercher dans toute l'iconographie ce qu'il pouvait y avoir de strictement commun avec ce que l'on voit sur le linceul. Alors, il a repéré 16 signes, 15 signes, je ne vais pas tous vous les développer, je vous en développe 2 ou 3. Par exemple, il y a une raie transversale sur le front, vous la voyez ici, là, donc vous la voyez sur le linceul. Eh bien, ça correspond, on le verra tout à l'heure, à la raie enfin, au casque d'épine, les gens du casque d'épine. Il y a une deuxième forme. Alors ces formes-là n'ont aucun intérêt pour un iconographe, ou même pour un peintre. Ça ne lui fait pas vendre plus cher sa toile. Il y a une espèce de triangle qui se trouve sur l'arête du nez, qui est très visible. Vous la voyez très bien ici, là, sur le visage là-bas, on la voit très très bien. Eh bien, donc, la voilà. Et puis je vous donne simplement un autre troisième signe, pour ne pas faire trop long. C'est cette fameuse mèche de cheveux qui est au milieu du front. Et nous, vous le voyez là-bas, nous savons aujourd'hui que c'est une tache de sang. Pourquoi nous le savons? Parce que dans les années 1620, on a découvert la circulation sanguine. On ne savait pas du tout comment c'était avant. C'est très récent, là, connaître la circulation sanguine. Donc nous, en plus, on voit le négatif, on analyse bien ça, on sait que c'est une tache de sang. Mais ceux qui ne voyaient que le positif très ténu et qui n'avaient pas nos connaissances, eh bien, ils ont pris ça pour une mèche de cheveux. Ils ont représenté dans toute l'iconographie cette fameuse mèche de cheveux. Alors on la retrouve partout, j'en ai des dizaines. En voici une en Grèce à Osios Loukos. En voici une en Russie à Spasneredista, 12e siècle. Vous voyez plusieurs de ces signes. En voilà une autre qui est à Chypre, où il y a carrément écrit autour To Agion Mondilion. En voilà d'autres. À Novgorod, fin du XIIe siècle, nous avons en France, dans la ville de Laon, exactement la même. Vous avez ici les Pantocrators de Sicile, à Palerme, à Montréal, à Céphalo, on retrouve tous ces signes. Voilà. Et puis alors il y a un endroit où on trouve la totalité des signes qui sont sur le linceul, c'est la fameuse monastère de Daphni qui est à la sortie du Pirée à côté d'Athènes. C'est une mosaïque qui est plus grande, à peu près aussi grande que la seule, peut-être à peine un peu moins, et qui date des années 1150. Et là, il y a la quasi-totalité des signes que l'on voit sur le linceul. Alors, cette mèche de cheveux, elle a beaucoup surpris les gens de l'époque, parce que dans ce monastère, il y a 72 mosaïques. Il y en a une sur le baptême au Jourdain. Vous voyez qu'on a représenté Jésus avec cette mèche de cheveux. Et puis, mon Dieu, ben, s'il avait jeune, ben, il devait l'avoir quand il était tout petit. Vous la voyez ici à la galerie Tretiakov. Et puis, mon Dieu, ben, si elle est si importante, d'où ça vient? Alors, ça ne vient pas du bon Joseph, hein, puisque ce n'est pas le père réel, donc ça ne peut venir que de sa maman. Alors, vous voyez ici, toujours à Daphni, une mosaïque où la Sainte Vierge qui est présentée là, et ben, elle a cette petite mèche de cheveux. Et puis, même là, ici, la petite Vierge. Oui, elle est là dans son bain, il y a Sainte Anne qui est sur son lit, et la petite Sainte Vierge, elle a cette mèche de cheveux. Voilà. C'est un détail qui nous amuse, mais qui montre quelle était l'importance de cette mèche de cheveux pour les gens de l'époque. Alors maintenant, nous allons être plus religieux, si on peut dire, ou en tout cas, on va être un peu moins intempestif, et on va parler des textes de la Passion, puisque sur le linceul, tout ce qu'il y a dans l'évangile, dans les évangiles est sur le linceul. Alors, on va commencer et on verra les sévices subis. 2 jours avant la Pâque, à Béthanie, c'est Marc, chapitre 14, une femme vint avec un plafond d'albâtre contenant un parfum pur et très coûteux. Elle brisa le flacon et lui versa le parfum sur la tête. Alors, vous connaissez cette peinture qui est du XVIe siècle, je crois. Eh bien, que voit-on sur la nuque, que vous voyez là-bas? Eh bien, les taches de sang de la nuque ont une forme assez particulière. Les spécialistes disent, on dirait qu'il y a un produit gras, ce qu'on appelait un nard. Autrement dit, cet homme-là, il a eu sans doute un parfum qui a été versé sur la tête. Je passe au point suivant. Quand Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, Matthieu chapitre 26,
Le grand prêtre s'écrie, vous avez entendu ce blasphème. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant, dis-nous qui t'a frappé. Et puis, prenant un roseau, il le frappait à la tête. Eh bien, que voit-on sur l'homme du linceul? On voit, là c'est positif, négatif, on voit qu'il a subi des coups sur la face, et puis il a le cartilage du nez qui est cassé. Vous voyez sur le visage là-bas, il y a un pincement au milieu du nez. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Alors ça c'est très important parce que Pilate il détestait les Juifs. Pilate il avait trempé dans la caisse pour faire construire l'aqueduc, la caisse du temple bien sûr. Alors les prêtres, les grands prêtres n'étaient pas contents du tout. Ils ont même porté plainte auprès de Tibère. Il avait fait d'autres choses aussi qui ne plaisaient pas du tout. Toujours est-il qu'il voit ce bon Jésus, il se dit c'est pas ce gars-là qui va détruire l'Empire romain. Donc il n'a qu'une idée, c'est de lui sauver la tête. Mais il lui fait faire une flagellation très forte, très terrible, parce que d'habitude, on faisait, vous savez que Saint Paul a subi 5 fois la flagellation romaine, qui était 39 coups, 40 coups moins 1, 39 coups. Mais là, il a fait une flagellation très forte, et on a déterminé 120 coups sur le corps de l'homme. Alors c'était donné par un fouet à 2 ou 3 lanières. Certains divisent 120 par 3, ça fait 40. Bon, s'il y a 3 lanières, c'est une possibilité. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un homme qui a été complètement déchiré, puisque on a mesuré 950 cm² de peau arrachée. C'est absolument horrible. Donc c'est un homme qui saigne terriblement, et ça va provoquer un traumatisme cardiaque. Il va être extrêmement affaibli, c'est pour ça qu'il va mourir beaucoup plus vite que d'habitude. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qui lui mirent sur la tête. Vous connaissez ce passage. Ben, que voit-on sur la tête de l'homme? On voit ces taches de sang dont on a déjà parlé, l'artère temporale, et on peut penser raisonnablement qu'il y avait ce qu'on appelle un casque d'épines, c'est-à-dire qu'on entourait des épines fraîches et on les serrait par un jonc. Alors comme je vous aime bien, je vous en ai amené, pas de Jérusalem, mais j'en ai quelques-unes. On trouve les mêmes en Corse. Ça s'appelle le jujubier, si vous allez en Corse. Et vous voyez que c'est des épines qui font jusqu'à 10 cm de long et qui s'enfoncent très, très profondément dans la tête. Alors, cette couronne d'épines, donc, on a vu les taches de sang sur la nuque, donc c'est ce qu'on appelle le Sisyphus spina Christi, le jujubier. Et comme on a commencé à le dire tout à l'heure, il ne reste plus aucune épine, puisque Saint Louis a récupéré la couronne, mais a donné les épines à tous ses chevaliers. Et il nous reste, par contre, ce reliquaire dans lequel il reste les joncs, que vous pouviez aller voir autrefois dans le trésor de Notre-Dame. Il y a longtemps qu'il n'est plus à la Sainte-Chapelle. Et puis comme Notre-Dame a brûlé, maintenant elle est un peu cachée provisoirement jusqu'à ce que Notre-Dame soit totalement restaurée. Jésus, portant lui-même sa croix, c'est Jean chapitre 19, Jésus sortit et gagna le lieu du crâne qu'on nomme Golgotha. Alors, on m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps que ce portement de croix serait plutôt conforme à l'image du haut qu'à l'image du bas. Pourquoi? Parce que l'image du bas implique des liens qui auraient éventuellement laissé des traces, des blessures, ce qu'on n'a, semble-t-il, pas trouvé pour l'instant. Et l'image du haut est plus cohérente avec le fait que Simon de Cyrène a pu aider le Christ à porter la poutre qu'il portait sur le dos. Et en plus, sur le linceul, on voit bien des traces qui sont en oblique au milieu des omoplates, dans les ronds rouges, et on devine même les blessures de la flagellation. Donc c'est bien dans le même ordre, c'est d'abord la flagellation, puis le portement de croix. Alors, puis ils le crucifièrent, ou bien encore, là ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres de part et d'autre, et Jésus au milieu.
Alors, le professeur Barbet, qui était chirurgien, a été extraordinairement surpris parce qu'en regardant en détail, pour ça que maintenant il y a le résultat de l'interrogation écrite, il a vu qu'il n'y avait que 4 doigts à chaque main et surtout, il a vu que la tache de sang, la blessure, n'est pas dans la paume, elle est dans le poignet. Or, tous vos crucifix, on a toujours le clou dans la paume. Sauf certains, hein, il y en a quelques-uns, il y en a un de Rubens, mais enfin il y en a très très peu. C'est-à-dire des gens qui ont observé vraiment de très près le linceul, dans une époque relativement récente. Mais donc, grande surprise, pourquoi cette tache de sang est-elle dans le poignet et pas dans la paume de la main? Donc il est allé chercher des bras à la morgue, il l'a attaché, il a mis les 75 kilos pour simuler le poids de l'ensemble, il a mis les clous à la bonne place, et un quart d'heure après, quand il est revenu, eh ben, tout s'était effondré, c'est-à-dire que la paume de la main était complètement déchirée. La paume ne supportait pas les clous. En revanche, il y a dans cet endroit du poignet un endroit qu'on appelle l'espace de Desto, qui est dans le métacarpe, et là, c'est un endroit très solide, et là, on peut passer un clou, c'est un gros clou, avec une tête carrée d'1 centimètre de côté, ça va tenir très très bien, et l'homme ne bougera plus du tout. Seulement, ça a un inconvénient, c'est que l'homme, il est aussi cloué par les pieds. Donc, il ne peut pas bouger. Alors, il a une très très faible latitude, il est cloué là, il est cloué là. On va dire que dans une position, il est affaissé comme ça, mais il ne peut plus respirer. Donc, il va pousser sur ses jambes pour essayer de respirer. Mais la main, elle ne peut pas monter. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le bras qui tourne autour du clou. Le bras tourne autour du clou, et ça fait une blessure très forte dans ce qu'on appelle le système palmaire, à l'intérieur de la main, et ça entraîne la rétraction du pouce à l'intérieur. Ça, c'est une expérience qui date de 1950 par le professeur Barbet, que personne ne connaissait avant. Sur le linceul, il n'y a que 4 doigts à chaque main, et sur le manuscrit de 1195, il n'y a que 4 doigts à chaque main. D'accord? Voilà. Même chose pour les pieds. Il y a aussi ce qu'on appelle un espace de Mera. Le docteur Mera est encore vivant, mais c'est aussi dans le carpe du pied un espace qui est très solide pour clouer et que ça tienne bien. Alors, cet homme... Ah, pardon. Comme c'était le jour de la préparation de la Pâque, les Juifs, de peur que les corps restent en croix pendant le sabbat, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Et Marc nous dit, Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Oui, parce que les crucifiés restaient souvent 3 jours en croix. Là, c'est tout à fait extraordinaire, si vous regardez l'Évangile, il est mort en quelques heures. Hein, en quelques heures. Et il n'a pas eu les jambes brisées, ce qui est assez exceptionnel. On a trouvé pas mal de squelettes avec les jambes cassées. On utilisait une grosse masse qu'on appelait le crurifragium. Et donc, comme on était à la veille de Pâques, eh ben, on tapait sur les jambes. Et à ce moment-là, ben, le pauvre condamné, il ne pouvait plus remonter pour prendre sa respiration et il mourait d'asphyxie dans les quelques minutes. Et en plus, cet homme, il est en rigidité cadavérique, c'est-à-dire que les 2 pieds ont été cloués par un seul clou, l'un sur l'autre, et les 2 pieds sont comme ça. Le corps s'est affaissé compte tenu de ce traumatisme de la flagellation. Il était en tétanie très, très rapidement, et il est donc en rigidité cadavérique. Alors, on a fait très récemment, il y a quelques années seulement, des statues, oui, on la voit assez bien là, des reproductions de l'homme du linceul tel qu'il a été retiré de la croix. C'est-à-dire, vous voyez une tête qui n'est pas du tout touchant le sol, des jambes très cambrées, très repliées. Et nos amis byzantins, qui voyaient cette curieuse image des 2 pieds dans le cercle blanc, là, ils se sont dit, c'est quand même bizarre, on dirait qu'il a un pied mal fichu. Et sur la pièce de monnaie qui est à gauche, c'est une pièce qui date de 869, une pièce d'or.
Ben, c'est assez curieux parce qu'ils ont représenté le Christ triomphant sur son trône avec un pied normal et un pied atrophié à 90 degrés. C'est ce que chez les Byzantins on appelle la kénose. La kénose du Christ, c'est l'abaissement du Christ. Le Christ s'est abaissé au point de rentrer dans un corps presque difforme. C'est très important chez les Byzantins. Alors on retrouve cette bizarrerie des pieds dans beaucoup d'icônes, ici, comme de Vladimir, à la galerie Tretiakov, et vous la retrouverez à beaucoup d'endroits. Mais un des soldats, chapitre 19 chez Jean, mais un des soldats d'un coup de lance le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Alors on ne va pas détailler les positions angulaires, mais aujourd'hui c'est relativement récent. On estime qu'il est mort dans la position que vous avez ici à droite, c'est-à-dire les bras ne sont pas pareils, et pour que ça corresponde aux écoulements de sang, qui ne sont pas du tout identiques en pente. Et donc, vous voyez le bras tout à fait à droite là-bas, qui est vertical, et l'autre qui est resté horizontal, et la tête qui est profondément penchée. Le dimanche matin, alors, pardon, la plaie, non, j'ai pas fini, la plaie du côté, cette plaie du côté, elle a été faite entre la 5e et la 6e côte par une lance de type romain, enfin la largeur correspond à une lance de type romain. Et ce qui est important, vous la voyez ici, vous pouvez la deviner là-bas, c'est sous la pièce de tissu. Ce qui est très important, c'est que c'est la plaie d'un cadavre. Ce n'est pas un vivant. Si je suis vivant et que je me coupe même fortement, mes tissus continuent à travailler, et même si je ne vais pas à l'hôpital tout de suite, mes tissus vont se refermer. Ce ne sera pas beau, mais ils se referment. Si je suis mort, mes tissus ne se referment pas. C'est un cadavre. Il ne faut pas aller croire les gens qui ont fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça pour dire « Oh ouais, Jésus, oui. Oh ben il a pris des anabolisants parce que la croix c'est un peu difficile quand même. » Et puis le 3e jour, il se dit « Ah, j'ai bien mal au dos. » Il se réveille un peu, il monte un peu. Et puis il est parti avec une certaine Marie-Madeleine et ils ont beaucoup d'enfants. Voilà. On nous a dit ça, hein, dans des films sur la 1 ou la 2, il n'y a pas très longtemps. Des émissions d'1 heure ou 2. Hein. Bon, ça n'est pas possible, c'est un cadavre. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Alors, on arrive au dimanche matin, qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche matin, les femmes reviennent au tombeau. La veille, voilà un tombeau à Jérusalem avec la pierre. La veille, elles avaient laissé, bon c'est un dessin d'amateur, hein, c'est pas une certitude du tout, hein. On peut imaginer que comme le sabbat arrivait et qu'il fallait se presser, elles n'ont pas eu le temps de faire la toilette complète, selon les pratiques juives, elles auraient laissé le corps un peu de cette manière-là, avec provisoirement avec un lien autour des pieds, un lien autour de la taille, et peut-être une mentonnière autour du visage. Il y a des discussions là-dessus. Bon. Elles arrivent le dimanche matin, le corps de Jésus n'y est pas, elles vont dire aux apôtres, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Alors Pierre sortit avec l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Jean se penchant et observe les linges restés là. Alors c'est très important de bien regarder le texte grec parce que nos Bibles sont en train de changer actuellement, tout doucement, mais les traductions qu'on en avait il y a 50 ans disaient que les linges étaient par terre. C'est pas ça. Le mot grec, les autonia, linges sont keimena, c'est-à-dire qu'ils sont affaissés sur eux-mêmes. Ils sont retombés sur eux-mêmes. Et le linge qui était autour de sa tête, nous dit Jean, il n'était pas keimena, il était entetuligmenon, c'est-à-dire en forme de rond, eis ena topon, dans une place. Alors ce eis ena topon fait beaucoup de discuter, donc il y a deux possibilités, celle de la mentonnière que j'ai évoquée là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met une mentonnière pour fermer la mâchoire, et donc on l'attache ici, c'est corrélé peut-être
par une certaine manière de voir le négatif. Et puis, il y a une autre hypothèse, c'est qu'il s'agissait du voile que l'on mettait sur les morts, sur la tête des morts, à la sortie de la croix, pour que les gens ne voient pas le visage du mort. Et à ce moment-là, ce linge-là, arrivé au tombeau, on le sortait, et le texte dit choris, qui veut dire à part. Et c'est dans une place à part. À ce moment-là, ce linge-là aurait été déposé un peu à côté. Il serait possible que ce soit le suaire d'Oviedo, une hypothèse. Vous avez entendu parler du suaire d'Oviedo, peut-être un petit peu. On en parle beaucoup en ce moment. On aura une conférence d'ailleurs par un Espagnol dans 8 jours à Paris. Voilà. Alors tout ça, c'est ce qui a fait dire à l'apôtre Jean, il vit et il crut. Quand vous le lisez dans nos passions de la fin du carême, il vit et il crut, on n'y attache pas beaucoup de mots, beaucoup de sens, mais il y a tout ce que je viens de dire derrière. Parce que le texte, si vous le regardez bien en détail, il nous dit que Pierre s'en alla sans avoir rien compris, et que Jean, il vit et il crut parce que, quelques jours avant, Jésus lui avait dit qu'il ressusciterait d'entre les morts. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, sauf qu'il faut bien se poser la question sur le plan anatomique. Pourquoi on peut dire ça? Eh bien, sur le plan anatomique, vous voyez des caillots de sang partout. Ces caillots de sang sont énormes. Comme je l'ai dit, dans le dos, il était totalement collé au tissu. Donc, si les Romains étaient venus voler le corps, obligatoirement, ils auraient arraché ces caillots de sang. Ce n'est pas possible autrement. Vous ne pouvez pas enlever un tissu qui colle sans arracher les caillots de sang. Eh bien, les anatomistes nous disent aucun caillot de sang n'a été arraché. Mystère. Donc, cet homme, il est sorti du linceul sans arracher aucun caillot de sang. Puis deuxième chose, quand on meurt, nous allons tous vers la putréfaction. Ça commence, pour les médecins, pour les anatomistes, ça commence entre 30 et 40 heures. Eh bien, aucun des caillots de sang n'a atteint le début de la putréfaction. Pas un seul. Donc, ce que nous disent les anatomistes, c'est que cet homme est sorti sans rien arracher et qu'il est sorti de ce linceul avant 30-40 heures. Voilà, je vous ai tout dit. On va pouvoir conclure. Le tissu peut avoir été fabriqué au Moyen-Orient vers le 1er siècle. La datation carbone 14 peut avoir été faussée par certains événements. C'est le linge mortuaire d'un homme d'environ 35 ans, de type syro-palestinien originaire de Nazareth, nommé Jésus, crucifié vers l'an 30 sous Ponce Pilate. Il a subi tous les supplices de la passion du Christ. La science ne permet pas de savoir comment l'image s'est réalisée. Alors, on a tout essayé pour la reproduire, on n'a jamais réussi, personne n'a jamais réussi. Vous verrez régulièrement des gens qui font un peu d'hémoglobine, qui amènent la presse et les photos. Ça y est, j'ai réussi, mais dès qu'on analyse un peu dans le fond, ça ne marche pas. Personne n'a jamais pu reproduire cette image, trop compliqué. Ce n'est en aucun cas une peinture, et elle était faite par le corps du supplicié. Personne ne peut dire comment cet homme est sorti du linceul moins de 40 heures après y avoir été déposé. Alors, Thérèse de la Sainte Face, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'avait jamais vu le linceul, a dit « Oui, la face de Jésus est lumineuse, mais si, au milieu des blessures et des larmes, elle est déjà si belle, que sera-ce donc quand nous la verrons dans le ciel ?» Saint Jean-Paul II, au moment où il n'était pas encore saint, encore en 98, l'image qu'il présente, que le linceul présente, a un rapport si profond avec tout ce que racontent les évangiles de la Passion et de la mort de Jésus que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému lorsqu'il la contemple. Le pape Benoît XVI, ce visage mystérieux parle silencieusement au cœur des hommes en les invitant à y reconnaître le visage de Dieu. Et le pape François, cette image parle à notre cœur et nous pousse à regarder le bois de la croix, à nous immerger dans le silence éloquent de l'amour. Voilà, je vous remercie, je peux répondre à vos questions. Il doit y avoir des questions. Il y en a toujours.
l'absence de sang, en tout cas au niveau du visage. Mais oui, enfin, caillots, enfin, voilà. Mais au niveau de la plaie du flanc, du thorax, cette plaie du thorax, il me semble avoir lu dans certains textes que ce n'était pas forcément du sang, mais un épanchement du sang et de l'eau. Oui, de l'eau, ça n'existe pas. Au niveau du corps humain, c'est le système lymphatique, c'est la lymphe. Voilà. Et donc. Non, c'est du sérum. C'était identifié. Non, c'est identifié. C'est du sérum. C'est très clairement identifié. Peu qu'importe. De toute façon, je pense qu'il y a eu aussi une plaie péricardique, une plaie pleurale, pour ça je parle en tant qu'anatomiste et médecin. Oui. Ah. Mais j'ai lu des choses là-dessus intéressantes. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que dans tous les gens qui mouraient, enfin tous les suppliciés qui mouraient sur la croix, mouraient principalement par effectivement la tétanie des muscles respirateurs accessoires. Le muscle respirateur principal, c'est le diaphragme. Les muscles respirateurs accessoires sont les muscles intercostaux, pectoraux, enfin bref. Mais ça, vous le dites au sens où une espèce de contraction du corps, une espèce de tétanie. Hein, voilà, donc c'est des petits détails anatomiques. Et pour terminer sur le poignet, dans l'espace qui est décrit, qui est un espace entre, je ne vais pas rentrer dans le détail des os du carpe, mais il y a une structure importante aussi, c'est le nerf médian. Oui. C'est un nerf très important. Tout à fait, oui, tout à fait. Je l'ai pas dit. Petit détail anatomique. Oui, c'est le nerf médian, tout à fait. Voilà, petit spot sur le nerf médian, sur la plaie du thorax. Tout à fait. Qui n'est pas totalement hémorragique, c'est pas forcément totalement du sang, liquide, peu importe, la lymphe, etc. Voilà, et les muscles respirateurs accessoires, c'était plutôt une petite note d'anatomie. Merci, monsieur. Ah, les questions fusent. Voilà. Madame. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'il y a eu des miracles obtenus grâce au linceul? Alors, on va dire oui, mais vous comprenez bien que ce linceul, il a toujours été caché depuis l'origine. Il a été toujours interdit au public, même quand il était au Moyen-Orient. Donc il y en a relativement peu, mais il y en a plus ou moins indirects. Il y en a par les gens qui le voient, simplement, mais ce ne sont pas des guérisons comme à Lourdes, si vous voulez. Et on peut dire quand même qu'il y a comme des miracles. Voilà. Mais c'est pas tout à fait le miracle. Autre question, du coup, par rapport à... Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a eu des conversions oui, notamment dans la sphère des professeurs, des scientifiques? Bien sûr, en particulier le fameux groupe de 35 savants qui sont venus en 78, le photographe, qui est toujours vivant, qui s'appelle Schwartz, il était juif. Il était totalement converti. Dans la conversion, il y en a tout le temps. Il y a quelques mois seulement, il y a moins d'un an, puisque je vous ai dit au début que j'ai fait une grande exposition avant Lijon, il y a une dame complètement athée qui est venue, qui a été tellement bouleversée qu'elle s'est convertie et s'est fait baptiser le jour de Pâques. Voilà, donc c'est des exemples tout à fait récents. Voilà. Il y avait une question là. Est-ce que les manuscrits de la mer morte mentionnent... Pardon? Est-ce que les manuscrits de la mer morte mentionnent le linceul? C'est impossible. Parce que le dernier manuscrit le plus récent, il est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ça n'a aucun rapport. Voilà. Les Esséniens, les Esséniens ont continué à vivre, mais les manuscrits, le dernier, le plus récent est du 1er siècle avant Jésus-Christ. À propos de l'image, de la formation de l'image et du... On n'a pas la réponse évidemment dans les Écritures. Lorsque Pierre et Jean se présentent à l'entrée du tombeau, effectivement, Jean va laisser Pierre entrer dans le tombeau, et comme vous l'avez bien dit, Jean va voir et il va croire. Alors, ce que vous avez décrit, c'est qu'il a vu, lui, les linges affaissés. Oui. Donc, ce qu'il a constaté, c'est l'absence du corps dans le linge. Ce n'est pas dit dans l'évangile, dans l'évangile de Jean, et dans les autres non plus. Mais est-ce qu'on pourrait supposer aussi qu'il a vu plus que le linge affaissé, c'est-à-dire le linge affaissé est peut-être une fraction de l'image? Non. Enfin, il n'y a rien qui puisse le dire. On ne sait pas. Non, il n'y a rien qui puisse le dire. Mais l'image... Certains estiment que cette image était latente et qu'elle s'est formée plus tard. Bon, mais là aussi, c'est difficile. Si on suppose que l'image se forme ultérieurement, elle n'est plus directement liée au phénomène de la... Enfin, elle est... Ah non. Vous voyez? Non, elle se forme par la comment dire,
l'action sur les fibres, l'évolution des fibres. Même si vous prenez l'hypothèse vaporographique, l'image est latente et elle se forme lentement. Elle se forme lentement, elle ne se forme pas tout de suite. Mais bon, là, on est aussi dans les hypothèses. On n'aura pas on n'aura que des hypothèses, ouais, on n'aura pas. D'accord. Monsieur. Bonsoir. D'abord, je voudrais répondre au monsieur qui a parlé de l'eau qui était sur la poitrine de Jésus. Il a certainement dû... Non, il n'a pas parlé de l'eau qui était sur la poitrine, il a parlé de l'eau qui est sortie du cœur. Oui, du coup de l'anse. Ah ben c'est pas pareil. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, ce qui répond à Jean qui nous dit, puisque c'est surtout ceux qui attaquent le linceul et qui attaquent tout simplement la résurrection, Gérald Messadier notamment, Robert Amelin, etc., dans L'homme qui devient Dieu, nous disent qu'il est sorti beaucoup d'eau et du sang. Mais chez Saint Jean, c'est Aïma, du sang, Kai, et de l'eau ensuite. Voilà, il n'y a pas écrit beaucoup. Aïma, Kai, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit beaucoup du tout. Non, et il n'y a pas écrit que c'est l'eau qui est sortie avant et le sang après. Parce que pour tous les légistes, c'est le sang qui sort en premier. Oui, il y a écrit du sang et de l'eau. Et oui, c'est ce que je vous dis. On peut penser que c'est dans cet ordre-là. Mais c'est ce que je vous dis. Oui, c'est ce que dit Saint Jean. Aïma, du sang, Kai, d'or. Oui. Voilà. Et en plus, j'étais content que vous ayez relevé le fait que le linceul, le suaire n'a pas été roulé à part, comme dit Jean-Christian Petit-Fils dans son Jésus de Nazareth. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il parle non, je le connais bien, j'ai participé à ça. Il parle du linge qu'on a mis autour. Non, pas du tout. Non, c'est pas le grand linceul de Jean Richard. Il dit que le suaire est roulé à part. Le suaire, c'est ce qu'il appelle le suaire, c'est le sudarium, c'est le suaire qui était sur la tête. Mais absolument. D'où la confusion avec la mentonnière. C'est ce qui est sur la tête, ce qui est dit dans Saint Jean pareil, puisque lorsque Jésus intime l'ordre à Jean de sortir du tombeau, le visage était entouré. Jésus n'a pas intimé à Jean de sortir du tombeau. Lazare, veni foras. Lazare sort. Ah, Lazare. D'accord, Lazare. Lazare, veni foras, sort du tombeau et le visage était entouré. C'est ce que vous avez fort justement dit. Quand Saint Jean, qui est lui présent à la fois à la crucifixion, mais à l'ensevelissement et à la résurrection. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, lorsque vous avez dit Kaimena Taotonia, c'est qu'il a placé d'abord dans l'observation le participe passé Kaimena affaissé avant Taotonia. Il voit Kaimena Taotonia affaissé, ça l'a frappé, mais c'est la forme ovale, comme vous l'avez dit, donc du suaire. Il faut s'entendre sur le terme. Le suaire qui a enroulé le visage, qui donc forme une protubérance, un relief. La tête n'y était plus. Si c'est l'hypothèse de la mentonnière. Mais c'est ce qui l'a stupéfié, puisque là, il est resté interdit, il a laissé Pierre en. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On peut pas le dire. On va essayer Pardon? Vous continuerez peut-être après. Oui. Oui, juste j'en ai relevé pour le sang aussi. Vous avez parlé de la bilirubine, mais Christopher Ramsey, qui est devenu le directeur du laboratoire d'Oxford, a témoigné dans une lettre dans La Stampa qu'il s'était peut-être, entre guillemets, trompé. Il a parlé... Ah oui. Il a dit je suis ouvert à... Ah non, j'ai son communiqué. Ensuite, il a relevé le fait qu'il y avait le groupe AB du SANS qui a réjoui le professeur Baïma Boulogne, que vous devez connaître. Le groupe AB, vous avez oublié d'en parler, c'est important. Non, je n'ai pas oublié d'en parler, mais je ne peux pas tout dire. Oui, mais c'est important puisqu'on retrouve ce groupe de sang. Ça, c'est pas sûr. Je vais vous en dire un mot. J'ai beaucoup de mystiques, on trouve les groupes de sang. Je vous en dire un mot. Donnez la parole à quelqu'un d'autre peut-être. Alors, monsieur là-bas. Sur la rigidité cadavérique, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, d'accord. Monsieur derrière, ou madame. Moi, je voulais vous demander, au départ, c'est la famille, il apparaît en 1357 dans la famille de Charny. De là, il passe à la famille de la Maison de Savoie, avec la famille Borroméo, à travers Saint-Charles. Non. Saint-Charles Borroméo est venu le voir. Il est venu le voir. C'est pas pareil. Et de là, en fait, il y a les premières photos bien après ça. Donc, comment ces familles, pourquoi ces familles, que disaient ces familles, plutôt, pour avoir gardé ce tissu et quelle importance il avait à ce moment-là pour elles, puisqu'il n'y avait pas de photos encore, il n'y avait rien. D'accord. Je vous ai déjà dit que dès
dès les ans 600, cette image était réputée non faite de main d'homme. Oui, d'accord. Et que, alors je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait à Édesse, au VIe siècle, une maison de l'icône du Christ. Donc l'idée que c'était une image exceptionnelle, elle date pas de Mathusalem, mais pas loin. Et on disait, on ne prétendait quand même pas que dans ces familles-là, c'est parce que pour le donner au pape, pour que le dernier roi d'Italie les confie au Vatican, c'est qu'on devait quand même penser que ce tissu, est-ce qu'on savait, enfin, la tradition orale disait que c'était peut-être le suaire du Christ. Ah ben bien sûr. Ah d'accord. Ben bien sûr, depuis toujours. Oui, oui. Alors, le monsieur qui est au fond. C'est une question régionale. Est-ce qu'il y a des études transversales qui ont été faites avec la Sainte Coiffe qui est à Cahors, dans la cathédrale de Cahors? Je suis très sceptique sur la coiffe de Cahors parce que l'extrême petite quantité d'essais qui a été faite n'a pas été publiée. A priori, il s'agit d'un bonnet. À l'intérieur du bonnet, il y a 6 épaisseurs repliées de tissu. Le bonnet aurait un petit truc comme ça avec une boutonnière. Il n'y a aucune datation de fête. L'évêque de Lieu n'en parle plus. Il devait en parler, il ne l'a pas fait. Au début des années 2000, il y a eu donc, pendant la nuit, et en grand secret, quelques analyses. Rien n'a jamais filtré. Bon, on reste très sceptique. Et avec la tunique d'Argenteuil? La tunique d'Argenteuil, c'est autre chose. La tunique d'Argenteuil, elle a donné lieu à pas mal de travaux. Mais comme c'est une tunique en laine et non pas en lin. Alors on va revenir un tout petit peu sur les points importants. Cette tunique, elle n'est pas rentrée dans le tombeau, puisque les soldats se la sont partagés. Si le phénomène, on ne sait pas très bien, le phénomène, quelle puissance il a pu avoir pour rayonner à l'extérieur du tombeau, s'il n'a pas rayonné à l'extérieur du tombeau, cette tunique, elle n'a pas subi le même phénomène. Bon. Mais on est quand même gêné parce qu'on n'a pas de datation très nette sur la tunique d'Argenteuil. La tunique, elle est arrivée à Argenteuil en 803. C'était l'impératrice Irène qui devait la donner à Charlemagne, parce qu'elle devait épouser Charlemagne. Et puis patatras, elle s'est fait mettre au couvent entre les deux. Et ça ne s'est jamais fait. Donc elle a quand même envoyé la tunique, qui est arrivée donc, chez la sœur de Charlemagne. Voilà. Mais donc on n'a pas de date. On a fait des datations en 1994 de la tunique, mais c'est pas fameux. C'est pas fameux. Il y en a une qui donne 675 et l'autre 800. Alors je voudrais quand même dire un tout petit mot sur le groupe AB, parce que la question est difficile, elle n'est pas totalement tranchée. Pourquoi? Parce que les fibres végétales, qui sont très anciennes, ont des comportements chimiques de type AB. C'est-à-dire, moi je ne suis pas spécialiste, mais les fibres végétales génèrent des machins de type AB. Et donc, on n'est pas sûr à 100% encore que le groupe AB soit bien celui qui a été déterminé, alors qu'il a été déterminé dans tous les miracles eucharistiques. Mais je pense que là, dans les 2-3 ans qui vont arriver, on va pencher dans ce sens-là. Le groupe AB, il faut signaler que c'est 4% seulement dans le monde. Oui, et c'est 17 ou 18% en Palestine. C'est plus important en Palestine, donc ça va aussi dans le bon sens. Voilà. On a fini les questions, on va demander au père de conclure. Voilà. En tout cas, Pierre, un immense merci encore.